1h30 du matin quand 2 chasseurs découvrent le corps d'une jeune fille. Ils préviennent la police. Pierre Baume est alors inspecteur en chef divisionnaire à la police judiciaire d'Avignon. Il n'y avait pas les portables à l'époque. Les chasseurs, quand ils ont aperçu un corps, ils ont vu qu'elle ne bougeait pas, qu'ils ne pouvaient pas lui porter secours, qu'elle était morte. Ils se sont empressés de venir au commissariat sans toucher le cartable ni rien du tout. Il est 9h30 du matin quand Pierre Baume arrive sur les lieux. Un terrain vague, perdu dans la garrigue. À l'époque, les gens du coin viennent ici pour jeter leurs immondices. C'est là que gît le corps de la jeune fille. Alors, si je me rappelle bien, c'était dans ce renfoncement. Elle était à la face contre terre, à peu près à cet endroit. Elle avait juste une mini-jupe et le reste des habits était plié soigneusement sur le côté. Selon le premier constat du médecin légiste dépêché sur les lieux, la jeune fille aurait été violée et elle porte des marques de strangulation. Une balle de 22 longs rifles dans la tête a provoqué la mort. Et on sentait des traces de lutte ou... Non. Non, c'est qu'après, quand le médecin a retourné le corps, qu'on a vu qu'il y avait des traces de brindilles sur la figure, qu'on a pensé qu'elle avait été maintenue la face contre terre. Mais il n'y avait pas de traces de lutte. Un cartable d'écolière est retrouvé à côté du corps de la victime. À l'intérieur, son nom, Évelyne Boucher. La disparition de la jeune fille a été signalée la veille par sa famille au commissariat de Villeneuve-les-Avignon. Le lendemain, le beau-père vient voir les policiers. Il veut prendre des nouvelles. Dans les couloirs, il surprend une conversation. Des enquêteurs parlent du corps d'une jeune femme qui a été retrouvée. Sans rien dire, il décide de les suivre. Il arrive sur la scène du crime. Je me suis rendu à cet endroit et j'ai garé la voiture parce qu'il y avait énormément de voitures et puis de personnes. Et difficulté. Même 20 ans, je n'arrive pas à l'évacuer. Qu'est-ce qui s'est passé là, Jean-Pierre ? Eh bien, il s'est passé tout simplement que je me suis avancé, où j'avais vu un petit attroupement, et puis j'ai vu Évelyne. Voilà. Jean-Pierre revient ensuite à la maison avec les policiers. C'est lui qui va apprendre l'insoutenable à la maman d'Evelyne. Je me souviens je sais pas, j'ai vu Jean-Pierre, j'ai vu ma belle-mère, j'ai vu des policiers en civil. Et puis ils sont rentrés dans la cuisine et ils m'ont dit votre fille a été assassinée. Les années n'ont pas effacé la douleur. Dans l'album de famille, les photos d'Evelyne montrent la vie d'une petite fille choyée, au visage heureux. Elle avait toujours le sourire. Toujours, toujours, toujours. Elle était heureuse de vivre. Voilà. Elle n'avait pas de problème, donc elle était heureuse de vivre. Regarde, elle était belle. Hein ? Catherine, la sœur aînée d'Evelyne, a été marquée à jamais par ce drame. Vous, Catherine, vous étiez là le jour où on a annoncé à votre maman la mort ou le décès de votre sœur ? Oui. J'étais en haut. Enfin, nos vies ont été brisées quand même. Ce jour-là, nos vies ont été brisées complètement. Et elles resteront quand même toujours brisées. Tu te rappelles ? Elle est née le 11 avril et moi je suis née le 8 avril et nous étions toutes les deux béliers. Et donc, Evelyne, on avait le même caractère toutes les deux et disons que quelque part je me retrouvais en elle. C'était vous ? Oui, un peu. Qui a tué et violé une adolescente de 16 ans ? Et pourquoi ? L'enquête commence. L'autopsie d'Evelyne permet d'estimer l'heure de la mort. Elle se situe entre 19 et 22 heures, le 8 décembre 1987.
Les enquêteurs découvrent alors un élément qui va s'avérer déterminant, le sperme du violeur. L'inspecteur-chef divisionnaire Pierre Baume et ses collègues interrogent d'abord les proches d'Evelyne et aussi ses camarades de lycée. Donc il y a des équipes qui se sont rendues dans toutes les maisons du lotissement. Et parallèlement, on a, à la suite par les déclarations de la mère, on a connu qu'ils étaient les copains de classe. Et on a entendu les copains de classe très rapidement. Son comportement était clair comme de l'eau de roche. Dès qu'elle flirtait avec un jeune homme, elle le disait à sa sœur, elle le disait à ses copains. Donc, il n'y avait aucun mystère. Il n'y avait pas d'affaire de drogue, ni rien du tout. D'abord, c'est une gamine qui avait 16 ans. C'est donc sans difficulté que les policiers reconstituent l'emploi du temps d'Evelyne, heure par heure, le jour de sa mort. Ce jour-là, elle arrive au lycée Aubanel en Avignon, un peu avant 8 heures. Comme à son habitude, elle retrouve Cécile, sa meilleure amie. C'est à peu près l'endroit où on se retrouvait le matin avec Evelyne, où on s'attendait, voilà, à l'arrêt du car, vers 8h moins le quart, jusqu'à ce que le lycée ouvre. Puis après, on rentrait, quand ça sonnait. Mais ce jour-là, Evelyne ne va pas en cours. Elle passe la matinée dans ce bar, le Carnot. Elle vient voir le serveur dont elle est amoureuse. Celui-ci raconte aux policiers qu'Evelyne reste dans le bar jusqu'à midi, avant de rejoindre le lycée pour déjeuner à la cantine. L'après-midi, Evelyne sèche les cours pour rejoindre à nouveau le serveur. Ensemble, ils font les magasins. Le jeune homme la quitte vers 17h. Elle retourne au lycée, où elle retrouve Cécile, sa meilleure amie. Là, on n'avait pas passé l'après-midi ensemble. Il était convenu qu'elle vienne me dire comment s'était passé son après-midi et qu'on se dise au revoir. Et donc, je l'ai attendue en face. Et c'est le souvenir que je garderai d'elle, quoi. Avec ses yeux rieurs, son sourire radieux. Et elle était gaie, elle était heureuse, elle était... Voilà. Et c'est aujourd'hui, en tout cas, ce que je veux garder d'elle. À ce moment-là, vous n'avez rien remarqué de particulier? Absolument pas. Evelyne rejoint ensuite les bords du Rhône pour prendre le bus qui l'amène chez elle. Vers 18h30, elle descend à l'arrêt Les Cévennes. Il fait nuit, la jeune fille emprunte le chemin qui l'amène chez elle, mais Evelyne n'arrivera jamais. Que s'est-il passé sur cette distance d'environ 700 mètres entre l'arrêt de bus et la maison d'Evelyne? Les policiers recueillent un témoignage. Une personne aurait vu Evelyne à bord d'un véhicule de type R5 vers 19h. Ce qu'elle nous a dit exactement, il a semblé voir passer Evelyne Boucher vers 7h, à l'arrière d'une voiture, petite voiture, de couleur claire, avec des appuis-têtes, si je me souviens bien. Donc on a vérifié si de sa fenêtre, elle pouvait voir. On a regardé à la même heure, même temps climatique, et effectivement, on voyait. Donc, ce témoignage était crédible? Témoignage crédible, oui. Qui est cet homme, âgé de 20 à 30 ans, qui conduit la voiture? Evelyne le connaît-elle? Ou est-elle montée de force dans le véhicule? La police judiciaire met tous les moyens dont elle dispose dans cette enquête. Plus de 500 personnes sont interrogées, mais en vain. Les années passent. Pour la justice, le meurtre d'Evelyne Boucher reste un mystère. Moi, j'ai toujours gardé espoir. Donc, c'est vrai que y a des moments de découragement parce que les années passent, les anniversaires passent, que ce soit son anniversaire à elle, que ce soit son anniversaire de sa mort. Mais en 1992, un nouvel espoir va naître. Le sperme du violeur a été conservé et maintenant la science est capable de déterminer son ADN. L'avocat de la mère demande que tous ceux qui ont côtoyé Evelyne soient soumis à un test ADN. En tout,
une soixantaine de personnes. Avec la maman d'Evelyne, on va nous-mêmes formuler de nombreux actes, de demandes d'actes auprès du juge d'instruction et on va demander notamment des vérifications du profil ADN, des professeurs masculins qui ont pu avoir en classe Evelyne Boucher. En fonction des auditions qu'il y avait eu, etc., on demandait par l'intermédiaire du juge d'instruction des ADN. Ou comme je relevais des plaques d'immatriculation dans le lotissement, je faisais vérifier les plaques. Et puis, bon, c'est vrai que j'enquiquinais un peu les enquêteurs, mais bon. Pendant 20 ans, vous avez fait ça? Ouais, ils étaient super, je veux dire... Tous les ans? Ah, tout le temps. Gisèle veut absolument éviter la prescription qui est de 10 ans en matière criminelle, pour que le dossier de sa fille ne soit pas fermé. Elle fait tout ce qui est possible pour retrouver l'assassin. C'est tous mes journaux que je garde depuis le premier jour. C'est quoi tous ces journaux exactement en fait? Ben, ça relate tout ce que... toutes les articles qu'on a fait passer dans la presse au départ pour offrir une récompense les premières années. Ensuite, à l'anniversaire de sa mort, moi je disais toujours... Comme je connaissais un peu les journalistes, je leur demandais de passer un petit article en me disant ben, si l'assassin lit le journal, s'il est dans la région, ben, je vais peut-être essayer de lui faire un peu remuer les tripes et puis je vais peut-être faire trouver des gens qui ont des choses à dire. Donc je faisais passer des articles pratiquement tous les ans. Voilà. 200 000 francs pour résoudre une énigme, puisque l'assassinat d'Evelyne n'est toujours pas élucidé et ça n'a rien donné, non. Mais un jour, l'ADN va parler. Le 19 juin 2006, 19 ans après le crime, coup de théâtre. Un homme est arrêté et mis en examen pour le viol et le meurtre d'Evelyne. Il s'appelle Robert Greiner, il a 52 ans, il est pompier. Condamné pour une bagarre sur le pont du Gard, les policiers veulent prendre son ADN. Ils refusent, ils le prennent de force. L'ADN est ensuite entré dans le fichier national et il correspond à 99,9% à celui du sperme retrouvé sur Evelyne. Robert Greiner clame son innocence, il affirme même n'avoir jamais entendu parler d'Evelyne. Mais pour les proches de la jeune fille, cette arrestation sonne la fin d'une longue attente. J'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête et je me suis retrouvée, j'ai eu exactement le même choc pratiquement que le jour du 8 décembre quand ils sont venus m'apprendre le décès d'Evelyne. Cécile, elle, découvre le visage du meurtrier présumé de son amie sur le journal. Pour elle, il n'y a aucun doute, elle a déjà vu cet homme. J'ai vu, le portrait de Robert Greiner en première page. Et là, je me suis dit, mais je le connais. Pas en tant qu'assassin, mais je le connais. C'est quelqu'un que j'avais déjà vu, pour moi, au Carnot, le bar où on allait avec Evelyne. Vous l'aviez vu, c'est-à-dire c'était quelqu'un avec qui vous parliez ou quelqu'un juste qui faisait partie du décor? Quelqu'un qui faisait partie du décor au Carnot. Un autre élément accable Robert Greiner. Le témoin qui avait aperçu Evelyne à bord d'un véhicule quelques heures avant sa mort le reconnaît. C'est bien lui qui conduisait la R5. Elle le reconnaît de façon formelle sur photographie lorsqu'elle est interrogée par les services de police. Je suis relativement dubitatif. Je ne sais pas si vous, 20 ans après, vous êtes capable de reconnaître quelqu'un que vous avez croisé dans un véhicule automobile pendant 3 secondes. Face à l'irréfutable preuve scientifique qu'est l'ADN et aux différents témoignages, Robert Greiner va alors revenir sur ses déclarations. Selon lui, il aurait bien eu une relation sexuelle, mais consentie, avec Evelyne le jour de sa mort à la caserne des pompiers. Mais il nie avoir violé et tué la jeune fille. Au sein de cette caserne, il y avait des dames ou des jeunes filles qui venaient à certains moments de la journée, parfois même le soir, pour avoir des aventures avec les sapeurs-pompiers. Là, sur ça fait partie des choses qui font que je n'ai aucun doute sur sa culpabilité. C'est que là, il ment, il le sait, et je le sais, il ment. Evelyne n'a jamais été à la caserne Non. des pompiers.
Et d'abord, c'était pas le genre. Evelyne, elle n'aurait pu coucher qu'avec quelqu'un qu'elle aimait profondément. Donc, pas aller à la caserne pour faire une partie de jambes en l'air, non. Il y a quand même quelque chose d'étrange. Dans un premier temps, pourquoi votre client dit qu'il ne connaît pas Evelyne Boucher ? Si il aurait pu avoir une relation épisodique et unique avec cette jeune fille 20 ans avant, c'est pas nécessairement gravé dans son esprit dès son interpellation. ADN, témoin à charge, la justice dispose d'assez d'éléments pour envoyer l'affaire devant la cour d'assises de Nîmes. Le 7 avril 2008, le procès s'ouvre. Robert Greiner risque la prison à perpétuité. Lors de l'évocation du viol et du meurtre de leur enfant, la famille est déchirée par la douleur. Vous savez, c'était ma chair, c'était ma fille, je suis une femme. Vous avez entendu ce qu'elle a subi, les sévices sexuels, les violences, le temps que ça a pu durer. Donc pour moi, c'était pas possible de pouvoir baisser les bras et de ne pas me battre pour connaître la vérité. Pendant les 4 jours, Robert Greiner, lui, continue à nier. Pour la défense, dans ce dossier, des zones d'ombre persistent. Parmi elles, l'arme du crime, une carabine 22 long rifle qui n'a jamais été retrouvée. C'est quoi cette histoire de fusil que l'on me ressort? On sait qu'il n'a jamais eu un seul fusil chez lui, à l'exception d'une carabine à plomb, dont les enfants s'amusaient avec. Tous les gens qui ont été interrogés ont dit qu'ils n'avaient jamais eu d'arme de poing, ni de fusil, que c'était pas un chasseur. Maître Gontard s'oppose également à la théorie du viol. On trouve son corps, on trouve ses vêtements qui sont rangés à côté d'elle. On la trouve porteuse de ses 2 chaussures. Nue avec ses 2 chaussures. Est-ce que vous croyez qu'une femme violée en plein hiver, sans avoir de soutien-gorge arraché, sans avoir de collant arraché, sans avoir de chaussures enlevées, qui aurait remis donc ses chaussures, sans avoir de jupe enlevée, sans avoir de t-shirt arraché, sans rien, vous croyez vous au viol dans ces conditions? À l'issue des débats, les jurés de la cour d'assises condamnent l'accusé à la prison à perpétuité. Robert Greiner, qui est resté pratiquement muet pendant les débats, proteste dans les bras de son fils. Mais tu vois pas que si c'est scandale, c'est une injustice totale. Pour moi, c'est une erreur judiciaire, j'en suis intimement persuadé. Je pense qu'on est allé dans ce dossier vite, en faisant le raccourci ADN égale viol, viol égale meurtre. Voilà, c'est tout. Pour Gisèle et Jean-Pierre, cette condamnation est un hommage à la mémoire d'Evelyne. Quelque chose qui vient de partir, il y a un poids qui vient. C'est un soulagement quand même. Elle peut être fière de nous. Elle peut être fière de nous. Ce combat, c'est la victoire d'Evelyne, cette victoire. On lui dédie, elle est là où elle nous regarde, elle sait qu'on s'est battu pour elle. Je crois que c'est son plus beau cadeau d'anniversaire qu'elle aura demain, puisqu'elle aurait eu 37 ans demain. Et c'est ce que je voulais lui offrir, et j'y suis arrivé. Robert Greiner a fait appel de la décision des jurés. Un nouveau procès doit avoir lieu dans les prochains mois devant la cour d'appel de Lyon. Une nouvelle épreuve pour la famille d'Evelyne. Je pensais que c'était fini, être tranquille, et puis me dire, bon, ben, on va peut-être pouvoir commencer à faire son deuil, parce que moi, je l'ai toujours pas fait. Et puis, bon, c'est pas le cas, puisque on est parti pour un appel. Mais je pense que ça va